Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live en coulisses avec Laura Le Sueur que j'invite de ce pas à monter sur scène avec moi. Donc Laura, je viens de t'envoyer la notification. Normalement, ça devrait te permettre d'arriver. Tu me dis si ça fonctionne pour toi. En attendant que tout Hello le monde Marie, arrive. Hello, ça c'est bon, va? tu me vois bien, tu m'entends bien? C'est tout parfait. Ouais. Je te vois avec ton beau pull qui me fait dire que l'été est fini. Oui, il faut continuer à le porter sur soi, c'est important, ça joue sur l'humeur. Trop chouette. Je suis hyper contente de t'avoir avec nous. Mille merci d'avoir pris. Moi aussi, j'ai préparé le mug. Moi, j'ai le mug avec les petits lapins dessus, tu vois. J'adore. Alors, moi, c'est les petits bonhommes faits par mon neveu en maternelle, tu vois. Ah ouais, non, tu me dépasses, c'est imbattable ça. Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et à tous dans le chat. Vous êtes en train d'arriver au fur et à mesure. Je vais en profiter en attendant que vous arriviez tous pour faire une petite intro sur Chance pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis ensuite, on passera le micro à Laura. Bonjour, je vois que ça arrive, trop chouette. Alors, Chance, c'est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour aider toutes celles et ceux qui sont à la recherche de leur juste place dans le monde du travail. Donc, Chance vous accompagne pour trouver cette place, votre voie professionnelle et pour réajuster ce qui va ou ce qui ne va plus dans votre travail. Et on est surtout une formidable communauté d'entraide. Et aussi, dans le parcours, il y a une partie qui s'appelle l'exploration, où en fait, votre coach vous invite à aller explorer et ouvrir le champ des possibles. Et en fait, là, c'est ce qu'on va faire avec Laura, explorer. On va aller explorer son métier. Et Laura, un grand merci de nous donner 30 minutes de ton temps, bénévolement, pour pouvoir présenter à toutes ces personnes les coulisses de ton métier. Bonjour à toutes et bravo pour l'initiative. Merci. Ouais, c'était assez fou la semaine. Là, c'est le dernier jour. C'était intense et dense, mais c'était trop chouette. Pour commencer, Laura, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Comment ça s'est passé pour toi, les rencontres marquantes, les choix que tu as faits pour arriver là où tu es aujourd'hui avec ce formidable titre que je redis, Motivational Speaker, conférencière, autrice et podcasteuse, rien que ça. Ça fait effectivement pas mal de choses. Merci Marine pour cette intro. Alors, mon parcours dans les grandes lignes, moi j'ai commencé sur du salariat de manière assez classique. J'ai toujours évolué sur des fonctions commerciales. J'ai d'abord fait ça dans des entreprises de conseil, ensuite dans des entreprises de recrutement, une entreprise qui s'appelle Up2, spécialisée sur le recrutement, le conseil, la formation. Et enfin, dans la tech, sur une entreprise qui s'appelle 360 Learning, qui, elle, est spécialisée dans une solution de formation digitale. Et je vous en parle parce que c'était intéressant sur ces différentes entreprises. En fait, mes interlocuteurs, mes interlocutrices, c'était très souvent des départements RH et des départements formation. Okay. Donc moi, j'ai évolué en fait de responsable commercial à manager commercial, à directrice commerciale à la fin dans ma dernière expérience salariée. Donc ça, c'est les grandes lignes, Marine, de l'expérience salariée. Mais entre ça, j'ai une première fois quitté le monde de l'entreprise où j'étais à l'époque, donc Up2 dans le recrutement, pour créer ma propre entreprise. Okay. Le virus de l'entrepreneuriat commençait déjà à me titiller. Et cette entreprise, je l'ai créée, elle a duré un peu plus d'1 an. C'était une entreprise dans la food tech. Okay. Une entreprise dans la food tech et j'ai arrêté au bout d'1 an. Je m'étais associée avec une amie avec qui je suis restée en excellent terme. Je l'ai arrêté au bout d'1 an parce que le marché était extrêmement compétitif, concentré et que l'acquisition à la fois B2B, B2C, je vous passe les détails, était compliquée. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est important de montrer qu'il y a des retours en arrière possibles, qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat et même ne pas continuer une entreprise sans pour autant que ce soit perçu comme un échec. Moi, je ne l'ai pas du tout perçu comme ça. Je l'ai vraiment perçu comme un apprentissage, même si bien sûr, sur le moment, ça peut être compliqué. Donc, je suis revenue après cette expérience entrepreneuriale que j'ai par ailleurs totalement pu valoriser sur le CV. Je sais que parfois, il y en a qui s'inquiètent de se dire si j'entreprends mais que ça ne marche pas, en fait, ça se valorise. Ça s'appelle un apprentissage. Tout dépend comment on en parle après. Donc, je suis restée après 5 ans dans la tech chez 360 Learning.
Ok. Expérience formidable. Et c'était un bon sas vers une autre expérience entrepreneuriale qui est ma boîte actuelle, parce que c'était une entreprise très décentralisée, beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilité, beaucoup de liberté, beaucoup de travail aussi. Donc en fait, tout ce que je viens de dire, c'est un peu lié aussi à l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de tout ça dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai créé en 2019 ma société Legend Daily, où cette fois, je ne me suis pas associée, où je suis la seule fondatrice. Et Legend Daily, Marine, c'est une entreprise de conférences, de formation, donc en entreprise, sur des sujets qui sont liés à ce qu'on appelle les soft skills, l'audace, le leadership, la motivation, la prise de parole. En parallèle, j'ai créé le podcast Legend Ladies, qui est un podcast qui sort tous les mercredis, une fois par semaine, sur l'ambition féminine. Ça m'a amené à écrire notamment un livre, et j'ai aussi créé une académie digitale qui s'appelle Legend Ladies Academy. Rien que ça. C'est génial, merci beaucoup. J'ai mis dans le chat le nom de Legend Ladies pour tous ceux qui voudront en savoir plus après. Merci beaucoup pour ton partage et en plus, je pense qu'il résonnera pour beaucoup de toutes les personnes qui suivent ces lives, à savoir le fait qu'on peut tâtonner, qu'on peut tester, qu'on peut revenir en arrière. Et c'est hyper important parce qu'en fait, dans la vie, il y a peu de choses qui sont irréversibles, à part peut-être les enfants. Et donc, c'est super rassurant des témoignages comme le tien de dire bah, j'ai testé 1 an. Voilà. Alors, j'ai plusieurs questions pour toi à ce stade. Comment tu as réussi à avoir le courage, avec des guillemets, de te lancer? Comment tu as réussi à construire ton offre et à trouver ta clientèle? Est-ce que tu l'avais fait en parallèle de ton taf pour un peu préparer le terrain? Est-ce que c'était une rupture co qui t'a permis d'avoir financièrement le temps de voir venir pour construire? Comment ça s'est passé? Oui, très bonne question au pluriel. En fait, comment j'ai eu le courage? Moi, je ne le pense pas du tout comme ça, même si je comprends totalement la question. Je n'ai pas tellement eu le choix parce que l'envie était tellement présente, premièrement. Et deuxièmement, parce que je pense que c'est aussi une question d'état d'esprit. D'ailleurs, j'essaye de le transmettre un peu en conférence et en formation. Moi, ma peur principale, c'est la peur des regrets. Donc, quand tu as peur des regrets, Ouais. de manière beaucoup plus importante que la peur de l'échec, que la peur du regard des autres, qui sont des peurs qui existent aussi. Mais si tu veux, quand la peur des regrets, de te dire ce qui me fait vraiment peur, ce qui me fait vraiment flipper, c'est de me retourner dans 10 ans et de me dire pourquoi j'ai pas saisi cette opportunité, pourquoi j'ai pas essayé. Je ne veux pas de ces questions-là dans ma vie. Donc, j'ai tendance effectivement à foncer en ayant peur, mais en me servant de cette peur comme un challenge et comme quelque chose qui va plus être un accélérateur qu'un frein. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même eu une période hyper importante de maturation qui s'est faite pour moi. Je m'en souviens parfaitement. C'était un été bien des années avant. Hein. C'était peut-être 3 ans avant de monter ma deuxième entreprise, donc Legend Daily, qui est l'exercice de l'ikigai, que vous devez certainement connaître chez Chance. Oui. Très brièvement, l'ikigai, j'ai lu un livre là-dessus, c'est un exercice d'introspection où il y a 4 cercles, et ces 4 cercles vont s'entrecroiser à un moment donné pour avoir une sorte de dénominateur commun qui est, ikigai en japonais, ça veut dire sa raison d'être. Donc, ça permet un peu de toucher du doigt nos aspirations profondes, et ces cercles, c'est ce qu'on aime, c'est ce pourquoi on est doué, nos talents, ce pourquoi on peut pragmatiquement être payé, notre valeur sur le marché du travail, et ce dont le monde, c'est un bien grand mot, mais ce dont les autres ont besoin. Et moi, Marine, j'avais fait cet exercice donc plusieurs années avant. C'est pas un exercice qui se fait en 1 heure, je crois. Il faut du temps, il faut que ça mature, ça invite à se poser des questions avant de vouloir avoir la réponse, et c'est donc un processus. Et en fait, moi, en recoupant au fil des semaines, au fil des mois, j'avais abouti au fait que mon ikigai, c'était ce qu'on appelle l'art oratoire. C'était le fait de porter ma voix, c'était le fait de prendre la parole. Donc, si je fais un coup d'accélérateur, j'ai trouvé mon ikigai, du moins, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je l'ai compris comme ça. Ça infuse un peu, tu sais, comme un sachet de thé au fil des mois, des années, j'y pense. Et puis, au moment où finalement, je suis plus alignée avec l'entreprise dans laquelle j'étais sur certains aspects, au moment donné où j'ai une forme de lassitude, où j'ai vraiment envie d'autre chose, je me dis, je vais créer à nouveau mon entreprise, et le pourquoi je l'avais. C'est-à-dire que fondamentalement, alors, je suis partie en rupture conventionnelle, tu as eu raison de le demander parce que c'est un backup qui est non négligeable quand tu es entrepreneur en France, clairement. Donc, je suis partie en rupture conventionnelle et je n'avais pas vraiment de plan.
Contrairement à la première entreprise où j'avais lancé, je savais ce que je voulais faire. Je voulais prendre la parole, je voulais un peu réinventer les formats de conférences, je voulais inspirer. Les questions que j'avais à me poser, c'est qui j'adresse, quelle va être mon audience et de quoi je vais leur parler. Mais ça a été facile parce que mon audience, c'est pour ça que je le disais au début, c'était les directeurs des ressources humaines dans les entreprises, les directeurs de la formation qui veulent mettre des conférences et faire des formations pour leurs salariés. Et puis les sujets. Et tu avais déjà le réseau en plus. J'avais déjà le réseau, exactement, j'ai capitalisé là-dessus. Et les sujets, c'était les sujets qui, moi, m'animent et que, évidemment, j'ai travaillé, sur lesquels je me suis aussi formée. Mais je tiens à le dire aussi parce que je pense que parfois, les gens se mettent beaucoup de barrières en se disant « Non, mais si je veux faire tel ou tel métier, il faut que je sois ultra formée, que j'ai tant de diplômes, tant d'expérience. » Alors, évidemment, si on veut être médecin, je vous conseille de prendre la voie classique et de vraiment faire les études qu'il faut. Mais il y a des métiers où l'expérience, la légitimité, la crédibilité, elle vient de différentes sources. Donc, j'ai fait quelques formations de coaching, par exemple, certifiantes, mais sincèrement, ce n'est pas ce qui m'a été le plus utile. Ce qui m'a été le plus utile, c'est ma conviction profonde, c'est le propos que j'ai voulu me forger, c'est ce que j'ai eu envie de transmettre, c'est les livres que j'ai lus, les podcasts que j'ai écoutés, voilà, toutes ces ressources-là. Et donc, voilà un peu comment je me suis lancée là-dedans. Génial. Tu m'as complètement embarquée avec toi, là, dans l'histoire, j'adore. Mais effectivement, tu as une vraie force à l'oral, ça se sent, et ça se voit. Il y a Cécile qui demande dans le chat ton pourquoi, l'art oratoire, porter ta voix. Est-ce que tu avais depuis toujours cette aisance à prendre la parole avec légitimité ou c'est quelque chose qui s'est construit? Alors, c'est intéressant parce que dans l'ikigai, dans ce que tu aimes, ça te replonge souvent dans ce que tu aimais faire enfant, assez naturellement, avant d'être, tu sais, un peu empêtré de toutes ces normes sociales, de tous ces dictates. En fait, l'enfant qu'on a été, c'est pas déterminant, mais c'est quand même assez révélateur. Et je me suis souvenu en faisant l'ikigai que, vous savez, les récitations qu'on faisait à l'école, là, les poésies qu'on devait apprendre par cœur et réciter, j'avais comme tout le monde hyper peur de passer, la boule au ventre. Mais quand je le faisais, mais j'adorais ça. J'en faisais un spectacle, j'y mettais toute ma conviction, je le préparais et j'aimais cette adrénaline et j'avais des super notes en poésie ou en récitation. Donc je me suis souvenue de ça. J'ai fait du théâtre, mais vraiment en loisir. Je n'ai pas fait une formation de théâtre. J'ai fait un peu de théâtre loisir quand même pendant mes études. Mais donc, pour répondre, je pense que j'ai toujours eu plutôt une aisance aussi par rapport à mon éducation, à ce que j'aimais faire et à ce que je raconte de ce que j'aimais faire enfant. Mais évidemment, c'est des choses qui se travaillent. J'ai pas du tout toujours été à l'aise, j'ai pas du tout toujours été impactante. C'est des choses qui se travaillent et je pense que le plus important en tous les cas sur la prise de parole en public, c'est trouver son propos parce qu'il y a une règle de base, c'est que pour être convaincante ou convaincant, il faut être convaincu. On connaît tous ces gens qui sont peut-être un peu timides, mais quand ils vont parler de leur passion, ils vont s'illuminer et ils vont en parler avec beaucoup de fluidité. Je ne sais pas si tu vois ce à quoi je fais référence, Marine, mais en gros, parler de quelque chose qui nous porte. Et je suis persuadée que quand j'avais monté ma première entreprise dans la food tech, que j'ai arrêtée au bout d'un an, j'étais allée chercher plutôt une opportunité de business. Alors qu'en créant Legend Daily, en partant de mon ikigai, c'était pas une opportunité de business, évidemment. Le but, c'était d'en faire un business, mais c'était surtout partir de ce qui m'anime vraiment. Et en fait, je crois que ça fait toute la différence. Ouais, c'est ce qu'on appelle dans le parcours chance le flow. C'est Ouais. ces choses qu'on fait et qu'on aime tellement, qui sont tellement naturelles pour nous, qu'on ne voit plus le temps passer, que ça nous énergise. Et en fait, de réussir à trouver dans son métier quelque chose où tu es dans ton flow, bah, tu as tout gagné parce qu'en fait, c'est même plus travailler tellement tu aimes, tellement tu as envie de faire. Génial. J'ai plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat. Est-ce que tu pourrais décrire plus précisément en quoi consiste le métier de motivational speaker? Et ça va aussi avec une autre question de Warda. Par quel service tu as commencé quand tu as lancé ton entreprise? Donc là, on arrive un peu plus dans le concret. Quel est ton quotidien? Comment tu jongles entre toutes tes casquettes? Et comment les casquettes se sont empilées au fur et à mesure? Alors, la question effectivement de Diane, le métier de motivational speaker, en fait, c'était comme ça d'ailleurs dans le titre du live qu'on fait.
c'est le métier de conférencière. Mais moi, j'ai eu à cœur de le mettre aussi en anglais, par exemple sur mon profil LinkedIn, et dès le début, c'était un parti pris, parce que en créant mon entreprise en 2019, j'avais aussi envie de révolutionner le format des conférences, parce qu'en réalité, sur le marché, même si c'est du grand public et pas destiné aux entreprises, la seule référence que j'avais, c'était les TED Talks. Vous savez, ces vidéos TEDx de 15 minutes qui sont inspirantes. Et en fait, je me suis dit, c'est incroyable. Tous les gens ont besoin d'inspiration, tous les gens ont besoin de motivation, ils ont soif de connaissances, d'apprentissage, de vivre des expériences en écoutant quelqu'un d'inspirant parler. Mais quelque part, il y a une seule référence, c'est les TED Talks, et finalement, ils ne sont pas non plus hyper accessibles. Soit on les voit sur YouTube, soit on assiste de temps en temps en présentiel quand ça passe dans nos villes. Et donc, j'avais à cœur, pourquoi le titre de motivational speaker, quelque part d'assumer un état d'esprit un peu à l'américaine, c'est vrai, parce que je trouve qu'en France, on est encore assez frileux sur le côté inspirationnel, motivant, c'est-à-dire que c'est pas toujours assumé. Et je trouve que c'est important quand on porte un message d'assumer toute l'ambition qu'il y a derrière, c'est-à-dire que pour moi, conférencière, ça peut vouloir dire plein de choses. Motivational speaker, d'ailleurs, vous voyez que la traduction n'est pas du tout la même. On parle de motivation, on parle d'ambition, on parle de prise de parole. Pour moi, ça véhicule des choses très puissantes, très positives, très inspirantes, énergisantes. Et donc, voilà, j'ai mis ce titre-là. En réalité, il faut l'entendre comme conférencière, même si une partie de mon activité, c'est aussi les formations. Donc ça, c'était pour la question de Diane. Et pour la question de Warda, c'est ça? Oui, Par quel service j'ai commencé, c'est-à-dire par quelle prestation j'ai commencé, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai commencé à vendre? c'est ça. C'est une très bonne question parce que j'ai commencé à vendre plus de formations, alors que dès le début, je savais que ce que je voulais faire, c'était les conférences. Aujourd'hui, mon ratio, c'est 80% de conférences, 20% de formation. Mais au départ, Warda, c'était l'inverse. C'était 80% de formation parce que pour moi, c'était plus facile d'adresser des entreprises en arrivant par le volet formation qu'en arrivant d'emblée sur le volet conférence. Oui, c'est effectivement comment tu gagnes ta légitimité Oui, à la pratique. C'est dur de nulle part de venir bonjour, je suis conférencière. oui. Euh, Alors, je vois qu'il y et a des questions sur. Ouais. ouais, il y a plein de questions qui arrivent, notamment sur comment tu en vis et aussi sur. Il y a plusieurs questions. Peut-être commencer par comment tu en vis. Oui, alors Lydie, je ne suis pas sur un statut d'auto-entrepreneur, mais c'est une très bonne question parce que j'ai fait l'erreur, en partant en rupture conventionnelle, de créer une auto-entreprise, ce qui fait que c'était très compliqué de toucher les indemnités liées au chômage avec ce statut-là. Donc j'ai très vite, donc renseignez-vous bien, parce que j'ai très vite changé mon statut en SASU. Voilà, donc ça c'est super important. Oui, Lydie, je gagne bien ma vie. Sincèrement, je m'y retrouve complètement. Donc, évidemment, ça s'est fait crescendo. Là, après 4 ans, le résultat est au rendez-vous. Donc, financièrement, je m'y retrouve et c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on peut faire des métiers passion et après, il y a la réalité financière derrière. J'ai aussi monté mes tarifs au fil de l'eau parce qu'évidemment, on n'arrive pas sur le marché en démarrant, en ayant les mêmes prétentions qu'après 4 ans. Je pense que la légitimité, elle se construit en osant. Ça, j'aime bien dire cette phrase. Peut-être qu'il y a Julia qui nous écoute. Je suis passée sur son podcast il n'y a pas longtemps. J'aime bien dire que il ne faut pas attendre de se sentir légitime pour oser. C'est en osant qu'on devient légitime. Et ça, c'est hyper important parce que la légitimité, elle vient de l'expérience. Donc, si on n'essaye pas, on n'a pas d'expérience. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais j'ai pas hésité, comme j'avais des très bons retours et comme je gagnais aussi en expérience, à augmenter mes tarifs au fil de l'eau. Et c'est important, il faut le faire pour aussi en vivre. Et les sujets que j'aborde, c'est leadership, audace, ambition, optimisme, parité. Voilà, c'est à peu près les sujets que j'aborde en conférence. Merci beaucoup. On nous demande si tes conférences, comment on peut y accéder? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il y en a qui sont publics? Alors oui, la majeure partie, c'est à destination des entreprises, mais je fais régulièrement des masterclass grand public, donc en visioconférence, en ligne, pour pouvoir avoir le plus de personnes possible. Elles sont payantes, mais sur un tarif qui reste accessible. Et pour avoir les infos, le plus simple, c'est d'aller sur mon site qui est lauralesseur.com et de s'inscrire à la newsletter où il y a toutes les infos sur les masterclass que je peux faire et qui sont en général mensuelles sur différents sujets. Donc, on a commencé à parler de ton titre de conférencière. On a parlé des formations. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la casquette autrice et podcasteuse?
Oui, alors c'est intéressant parce que le podcast, je l'ai créé en parallèle. Le podcast, c'est une fois par semaine, depuis 3 ans et demi. Je le dis parce que ça prend du temps et en toute transparence, ce n'est pas du tout, un levier pour moi de business. C'est-à-dire que concrètement, je ne gagne pas ma vie sur le podcast ou vraiment à la marge via du sponsoring, mais c'est à la marge par rapport à mes conférences et mes formations. Pourtant, j'y passe quand même un certain temps parce que, toujours pareil, je l'ai fait à la base vraiment par intérêt, par passion, par envie. Je pense que je m'y suis appliquée, hein. Il y a je veux dire un incontournable, c'est qu'il faut bosser et bien faire les choses et être impliqué. Et je pense que quand on fait des choses avec passion et avec sérieux, en fait, Mmh. le business, enfin les sources de business arrive après. Le podcast, c'est une femme chaque semaine qui vient à mon micro, c'est donc Legend Ladies, mais ça a été et c'est toujours une source de business indirect. C'est-à-dire qu'en diffusant mes épisodes, bien sûr sur les plateformes, mais chaque semaine sur LinkedIn, qui est Ouais. moi et mon vivier numéro un de business. Il y avait une question de comment je prospecte, etc. Étant avant commercial, je pensais que j'allais devoir prendre mon téléphone, écrire plein de mails. En toute franchise, j'ai eu très, très, très peu à le faire parce que le fait de publier sur LinkedIn des contenus et notamment mes podcasts, en mettant en avant chaque semaine une femme et son parcours et sa trajectoire, ça m'a rendu beaucoup plus visible et ça a fait en fait que les gens qui me suivaient pour les podcasts ont aussi découvert l'aspect conférence et formation et j'ai Ouais. régulièrement des demandes de prestations en fait via LinkedIn énormément. Ouais, c'est un super conseil pour tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Effectivement, on le redit dans le parcours chance, la maîtrise de LinkedIn, qui est une vraie chance qu'on n'avait pas il y a quelques années pour se faire connaître gratuitement. Si on maîtrise les codes et qu'on fait des posts qui, du coup, sont dans les codes, ça peut donner vraiment une grosse visibilité. Ouais. Il y a une question de Sarah sur est-ce que tu gères tout cela seul, les newsletters, la préparation des masterclass, etc. Ouais, bonne question. Quand on est entrepreneur, effectivement, il y a beaucoup, forcément beaucoup, toujours beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai décidé de m'organiser. Alors, j'ai 2 personnes, qui sont salariées, qui gèrent la partie, on va dire, administrative, l'envoi de conventions, les factures, et cetera. Et le reste, en fait, je m'organise avec des consultants, des consultantes indépendantes pour vraiment garder une agilité qui est importante pour moi. Mais pour répondre à la question de Sarah, les newsletters, je suis aidée par une, formidable étudiante de Sciences Po depuis 3 mois, qui elle est venue à moi, hein. C'est intéressant parce que, vous savez, je pense qu'on se crée aussi ces opportunités. Moi, parfois, dans mes newsletters, j'invite les personnes à me contacter si elles souhaitent prendre part au projet. Elle le fait de manière bénévole, mais je lui donne accès à énormément de contenu de manière gratuite. Donc, chacun y trouve son compte. Les newsletters, oui, c'est avec cette étudiante de Sciences Po. La préparation des masterclass, c'est moi. Toutes les conférences, toutes les formations, c'est moi. Le podcast également. Donc, ça fait beaucoup de choses, mais quand il y a ce flow, c'est des choses qui me passionnent, donc ça va. Exactement. J'avais une question dans coulisses qu'on pose à tous les invités parce que les lives, c'est pour aider à découvrir un métier, mais aussi enlever les fantasmes positifs comme négatifs ou les images d'Épinal. Donc là, on a vu à quel point tu vis ton métier et tu es passionné. Mais est-ce que tu peux nous dire quelles sont les choses que tu aimes moins dans ton quotidien? Oui, c'est une bonne question. Bon, je suis une personne très optimiste, tu l'auras compris, non? Les choses que j'aime moins, heu, disons que c'est pas j'ai du mal à me le formuler comme ça, Marine, mais le plus difficile peut-être, c'est que je pense que quand on est entrepreneur et tu as raison, moi j'aime pas les images, glorifiées de l'entrepreneuriat. On est en fait soit franchement, son pire tyran en tant que boss de soi-même, mais vraiment, et donc on devient son propre esclave ou alors, on arrive à trouver un équilibre dans le déséquilibre. Parce que la réalité, ce qui est le plus difficile à gérer, c'est l'équilibre, en fait. Euh, j'ai évidemment ma vie personnelle. J'ai un petit garçon qui a 3 ans, pour qui je suis présente parce que c'est hyper important pour moi et que l'entrepreneuriat permet aussi ça. Maintenant, attention, être entrepreneur, ça n'a pas le confort du salariat. Après ma première expérience entrepreneuriale dans la food tech, j'étais hyper contente de revenir dans une entreprise salariée avec le confort que c'est. Aujourd'hui, je suis hyper contente, même si le plus difficile, c'est vraiment le sujet du temps. Les journées n'ont que 24 heures. Il y a toujours du travail. Oui. C'est une réalité aussi. Moi, je travaille tous les week-ends, enfin, pas tout le long du week-end, mais il n'y a pas un week-end où je n'ouvre pas mon ordinateur. Et j'ai pris cet été 4 semaines de vacances. Mais pour moi, le sujet de la déconnexion,
pour moi, est illusoire. C'est-à-dire que j'ai appris à accepter que j'étais le genre de personne, mais j'étais comme ça aussi quand j'étais salariée, hein. J'étais le genre de personne qui ne coupait pas son ordi pendant 3 semaines. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien, c'est que chacun fait en fonction de soi. Évidemment, j'étais en vacances et j'ai pas travaillé, mais j'ai régulièrement avancé sur des projets. Donc, il faut savoir si on est prêt aussi à ce mode de vie, parce que c'est la réalité aussi de l'entrepreneuriat. Ouais. Après, quand je t'écoute, si tu ouvres ton ordi aussi pendant ces 4 semaines, c'est parce que tu aimes ce que tu fais. Oui, indéniablement. D'autres questions sont arrivées sur le podcast. Comment tu trouves tes invités et comment tu l'as lancé pour qu'ils prennent progressivement? Ouais, alors je commence par la question de Sabira. Créer un podcast, ça peut être on va dire un objectif, un projet. Écrire un livre, ça peut en être un autre. J'ai vraiment appliqué la méthode que j'enseigne en formation pour réaliser ces projets, pour passer de l'idée à l'action. Créer un podcast, je m'étais listé des tâches concrètes et terminables. Identifier le matériel qu'il faut, acheter le matériel, trouver le titre, créer une couverture de design pour mon podcast, écrire l'introduction du podcast, trouver les premiers invités, contacter avec un petit pitch sur LinkedIn les premiers invités, etc., etc. Et en fait, chaque semaine, je m'attachais à réaliser une tâche concrète et terminable. C'est vraiment la politique des petits pas. Je crois fondamentalement que les grands projets, il n'y a que comme ça, en mettant un pied après l'autre sur l'échelle, qu'on les réalise. Donc le podcast, en fait, je l'ai fait comme ça. Et puis, il y a plein de ressources qui existent qui permettent d'expliquer comment on lance son podcast. Et puis, où est-ce que je trouve Warda, mes invités? Ce qui est formidable, c'est que je me suis rendu compte avec les John Ladies que des femmes qui font des trucs de malades, il y en a plein. Ouais. Simplement, elles ne sont pas toujours forcément visibles. Soit parce qu'elles ont été un peu invisibilisées, soit parce qu'elles n'osent pas se mettre en avant. Mais en 3 ans, avec un épisode chaque semaine, avec une petite coupure en août, je n'ai jamais séché en me disant « Ouh là là, j'ai plus d'invités ». Donc franchement, voilà, il y a des femmes extraordinaires qui font plein de choses. Donc en les croisant sur LinkedIn, en lisant des articles, en les ayant à l'esprit, sur les réseaux sociaux, voilà, il y a plein de sources d'inspiration. Et je précise pour avoir aussi un podcast, pour ceux qui ne se rendent pas compte, mais un épisode par semaine depuis 3 ans, c'est énormément de travail. Voilà. Parce que le podcast est très chronophage versus d'autres activités. Il y a Camille qui demande comment tu vois la suite et le développement de ton activité et de ta société. Est-ce que, par exemple, tu envisages à terme d'avoir des employés? Alors, j'aimerais ne pas au plus recruter que ça, parce que bon, c'est vrai que ça me permet d'avoir une agilité, une liberté qui est importante. Je préfère, et aujourd'hui c'est encore plus facile qu'il y a 5 ans, m'entourer de personnes indépendantes à qui je délègue certaines formations, que je forme à ma méthodologie et qui peuvent aller faire les formations. C'est déjà le cas pour une formation prise de parole en public en partie. Faire ces formations-là avec la méthode Legend Daily. Et évidemment, moi j'interviens aussi au début de la formation pour le kick-off. Donc voilà, c'est continuer à développer effectivement les personnes et les consultantes et les consultants indépendants. Continuer aussi à faire de gros événements au-delà des conférences et des formations en entreprise. Je poursuis en fait des conférences, des interventions, des événements en présentiel. Chaque trimestre, je réunis des femmes sur des soirées qui s'appellent les Bright and Bold Nights, où il y a 100 femmes. Voilà, on essaye d'exporter aussi ce concept-là en région et aussi à Londres. Donc, c'est des super initiatives. Et aussi, j'aimerais faire une conférence à Paris, parce que c'est plus facile dans un premier temps, mais une conférence grand public avec voilà, un format de TED Talk, mais réinventé. Et ça, c'est plutôt pour 2024. J'ai hâte, j'aimerais trop pouvoir venir. J'en ai profité, Laura, pendant que tu parlais, j'ai mis ton LinkedIn dans le chat pour celles et ceux qui demandaient pour pouvoir te suivre et découvrir encore plus ton travail. J'avais une autre question qui m'a échappé. C'est le trou du direct. En attendant que tu retrouves, Warda me dit comment tu déniches les invités. Tout simplement, je leur écris en fait. Tu identifies quelqu'un, tu lui écris sur LinkedIn. Si elle n'est pas sur LinkedIn, sur Instagram. Sinon, tu essayes de trouver son site internet. Voilà. Et est-ce que je fais du mentorat dans la mesure de mon temps disponible, qui est assez réduit sur la fin d'année, mais discutons-en. Une autre question que j'avais pour les clients ou pour les conférences, est-ce que maintenant tu as encore un peu besoin d'aller démarcher, pitcher, ou est-ce qu'aujourd'hui tu es vraiment tout le temps sur de l'entrant?
Alors, j'ai le bon problème d'être sur de l'entrant. C'est pour ça que comme je peux pas faire répondre à toutes les sollicitations, il y en a qui sont hors scope, hein. Ça m'arrive rarement de dire voilà, ça je ne fais pas. Mais j'ai aussi une casquette que j'ai pas mentionnée, mais elle me prend aussi pas mal de temps, c'est que je fais des animations aussi d'événements pour des entreprises, des grands séminaires annuels, etc. Et ça, pour le coup, c'est moi qui dois le faire en direct. Donc non, aujourd'hui, j'ai ce bon problème, mais qui reste un problème de monter à l'échelle de l'entreprise, d'avoir vraiment de l'entrant et de ne pas avoir besoin de faire de la prospection, ce qui est génial. Mais bon, il faut pouvoir aussi voilà, répondre aux différentes demandes et donc ça passe par ce qu'on disait tout à l'heure. Merci beaucoup. J'ai une question qui sera une jolie question de fin de Cécile. Tes secrets pour garder la pêche et toute cette énergie, parce qu'on voit, hein, tu as l'air sur tous les fronts. Quel est ton secret, Laura? Je pense que c'est honnêtement, je suis nourrie par ce que je fais. J'aime ce que je fais. Sincèrement, je suis passionnée par ce que je fais. C'est vraiment aussi de manière plus large, cette philosophie de vie, de se dire. C'est très bateau, hein, mais on s'en rend compte tous les jours. On ne sait pas de quoi demain est fait. Il faut surtout pas laisser de place au regret. Accepter de déplaire, de vous tromper, de faire des erreurs, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'en font jamais. Et donc, vraiment, suivez ce qui vous anime. On a pas mal parlé d'exposition, de prospection. Faites-le à fond. Si ça vous tient à cœur, faites-le à fond. Moi, j'ai vraiment eu ce moment au début de mon entreprise de me dire, bon, comment est-ce que je communique sur LinkedIn? Est-ce que je mets ceci? Est-ce que je mets cela? Et en fait, au-delà des codes dont tu parlais, Marine, qui sont hyper importants pour l'algorithme LinkedIn, j'ai vraiment, en fait, quand j'écris un post, c'est parce que j'ai envie de parler d'un sujet. Je me prends pas plus la tête que ça. J'assume ce que je vais dire. J'hésite pas à mettre une photo, par exemple, de moi en situation, parce que finalement, mon entreprise est rattachée à mon image. Donc, en fait, je pense qu'il faut assumer, ne pas avoir peur, en tous les cas, par rapport à mon métier, de se cacher, d'avoir peur du regard des autres, et finalement d'être aligné entre ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez envie de dire et ce que vous faites. Voilà, les pensées, les mots et les actes. Et ça donne de la pêche parce que je crois que l'alignement crée de l'énergie. Quand on est aligné, quand on est congruent, ça permet voilà, d'avoir cette énergie-là. Et puis, je vous rassure, hein, j'ai aussi des moments où je suis fatiguée et dans ces cas-là, j'essaye de dormir. Génial, merci beaucoup, Laura. Je ne sais pas si tu vois dans le chat, mais tu as 150 000 merci, profil super inspirant. Merci pour ce partage qui est plein d'énergie en ce vendredi matin. Je vous remets dans le chat parce que malheureusement, 30 minutes, ça passe vite et on a d'autres lives qui arrivent. Je vous remets dans le chat le lien de la communauté d'entraide Chance. Si vous aussi, vous voulez aider en racontant votre métier, vous pouvez vous aussi le faire et être passé de l'autre côté. Et je tenais encore à remercier Laura parce que ce que Laura a fait aujourd'hui, c'est de l'entraide. C'est-à-dire qu'elle a accepté de donner 30 minutes bénévolement de son temps pour vous raconter son métier, vous le partager. Et j'ai l'impression que vous êtes tous très contents de cet échange, donc c'est super. On repart tous reboostés pour le vendredi grâce à ton énergie, Laura, contagieuse. Merci à toutes, merci beaucoup Marine et à l'équipe Chance. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Je ne réponds pas toujours du tac au tac, évidemment, mais je finis toujours par répondre, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Laura, à bientôt. À bientôt. Au revoir.